Salut, c'est Lextopia et vous écoutez Parktopia, votre podcast dédié à l'actualité des parcs à thème. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. We live by the ethos that the next thing we do is going to be better than the last thing we did. Everything we do is based on story. We build our entire work process around story. Alors vous ne pouviez pas savoir à quel point j'avais hâte de vous retrouver aujourd'hui en podcast. Ça m'avait manqué de ne pas enregistrer un nouvel épisode. Le planning étant très chargé côté vidéo, j'ai mis du temps à préparer l'enregistrement de ce podcast, mais j'avais quand même vraiment hâte de vous retrouver. Et d'ailleurs aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, c'est une émission spéciale qui sera essentiellement consacrée aux annonces faites par Disneyland Paris et qui la même semaine a été confronté à l'arrivée de son plus grand concurrent sur le territoire européen, Universal. Donc d'un côté, toutes les nouveautés à Disneyland Paris, de l'autre, Universal, une émission du coup en 2 parties. Mais avant de débuter, j'aimerais vous remercier parce que ça y est, on a passé un cap symbolique. Alors je connais pas très bien les KPI, vous savez, du podcast. Je suis pas encore très à l'aise avec le back-office, avec ce qu'il faut en retenir des chiffres qu'il y a derrière la plateforme. Je sais que j'ai environ 2000 écoutes par épisode, si j'additionne en fait toutes les plateformes, et là on a dépassé le cap symbolique des 10 000 écoutes, toutes plateformes confondues, donc merci à tous. Je sais pas si c'est beaucoup sur moins de 5 épisodes, mais vraiment merci, ça me touche énormément. Je vois vos commentaires, je me fais régulièrement relancer lorsque le podcast tarde à sortir, donc j'avais très hâte de vous retrouver. Et puis on va dépasser aussi un autre palier symbolique, juste après la sortie de cet épisode, on va dépasser les 1000 abonnés sur Spotify, on est tout près du palier symbolique, donc vraiment merci. Je crois que je regrette en fait de ne pas m'être lancé en podcast plus longtemps. Jusqu'alors en fait j'ai accepté des invitations chez des amis, chez des personnes qui animaient des podcasts dans la communauté, et en fait j'adorais me prêter à cet exercice. Je vous avais expliqué ma passion aussi pour la radio, et donc voilà, vraiment j'y prends beaucoup de plaisir. C'est beaucoup plus agréable aussi à enregistrer qu'une vidéo, faut le savoir. Ça nécessite moins de matériel, moins de préparation, moins de montage, et on peut exprimer beaucoup plus ses idées, parce que quand je fais de la vidéo, personne ne le sait, mais quand je fais de la vidéo elle fait 10 minutes. Par exemple, la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui, elle fait 10 minutes, mais au montage ou sur le rush, il y a quasiment plus de 26 minutes d'enregistrement. Mais pour rythmer, je retire plein de séquences. Il y a plein de mes avis comme ça qui ont complètement disparu, plein de moments dont on n'a jamais pu parler en vidéo et qui sont complètement tombés aux oubliettes, mais c'est des moments qu'on peut récupérer ensuite en podcast, et vous allez le voir tout de suite, notamment avec les annonces de Disneyland Paris. Et donc, je vous propose qu'on débute tout de suite cette émission et on va commencer à parler du Disney Music Festival. C'est parti. Ah, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison. Dans l'ensemble, c'est quand même plutôt très réussi, surtout ce grand final qui rassemble toutes ces activations dans le parc qui ont lieu en journée, des activations qui se produisent essentiellement à partir de midi jusqu'en fin de journée. Il y a une seule activation qui est vraiment jouée le matin, c'est le spectacle sur l'univers de Mary Poppins. Et donc cette saison, c'est le retour des bandes, ces orchestres en plein air qui ont toujours existé dans les parcs Disney. C'est là que je suis un peu triste, c'est qu'en fait on fait un événement autour de quelque chose qui a disparu dans notre parc qui a été le seul concerné par ces disparitions de ces musiciens en live et en extérieur. Il y avait déjà un retour des musiciens live avec le spectacle Together au Walt Disney Studios, mais ces musiciens live en extérieur n'étaient jamais revenus. Il n'y a jamais eu de saison sur eux d'ailleurs. En fait, Halloween, Noël étaient des saisons qui incluaient ces bandes qui étaient, je me souviens, dans l'ancien Studio 1, sous Times Square pendant Halloween. C'était vraiment des périodes incroyables, mais c'était banal surtout. Et c'était dans tous les autres parcs Disney du monde. Et aujourd'hui, donc, on a le retour de ces musiciens à l'occasion de cette saison qui est d'ailleurs écourtée, qui ne dure que du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, et qui met en avant, selon moi, des divertissements qui, pour la moitié d'entre eux, devraient être là toute l'année. À commencer par exemple avec le band de Minnie, donc cet orchestre qui se balade sur Main Street, qui joue des grands classiques avec Minnie qui les accompagne. Ça c'est un classique des parcs Disney, y compris même à Hong Kong Disneyland, qui, nous l'oublions pas, est un parc Disney sous-exploité. Le parc Disney le plus sous-exploité n'a même pas perdu ce divertissement, et vous avez des bandes dans les hôtels, dans les parcs toute la journée. À Disneyland en Californie, ce band il est souvent accompagné de Belle en Villageoise, de La Bête, mais aussi de Mickey Mouse, et donc chez nous c'est Minnie qui est accompagné de ce band, et donc c'est un
super divertissement. Vous avez aussi à Fantasyland Daisy et Donald. Alors ça, pour moi, c'est une des activations qui est ratée parce qu'on n'entend pas du tout le musicien. Il y a absolument beaucoup trop de monde et trop peu de performeurs pour ce divertissement. Vous en avez un autre, c'est Réponse et Film, que j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir. Il paraît que là aussi la configuration est un peu compliquée, mais la mise en scène a l'air quand même mieux travaillée. Et puis parmi celles que je connaissais déjà, il y avait bien sûr la Matadance, qui comme d'habitude l'emporte en fait sur le public. C'est l'activation la plus populaire et ça se ressent que les visiteurs aiment énormément et que les fans sont très contents de retrouver la Matadance, et c'était très très malin de l'avoir intégrée à cette saison parce qu'elle correspond complètement à la thématique générale. J'étais aussi super heureux de découvrir l'activation dans Frontierland avec les mariachis, avec Miguel dans sa nouvelle tenue. C'est une activation là aussi que j'ai trouvé très réussie, mais il y avait là aussi encore un petit souci de son, et c'est dommage en fait. Il faudrait que toutes ces activations soient sonorisées sur une ou deux enceintes. On peut utiliser celle du décor qui existe déjà, ou alors en rajouter comme ils l'ont fait aussi par exemple dans l'activation Vaiana, qui est réussie selon moi grâce justement à la sonorisation de l'espace. Même chose pour la Matadance qui est très bien sonorisée. Vraiment, j'ai adoré, mais en fait, la Matadance, mais aussi le truc de Vaiana, ou alors le band avec Minnie, tout ça, ça doit être là toute l'année en fait, ou alors une très très grande partie de l'année en dehors des périodes basses quoi. Et vraiment, on fait un événement d'un truc qui existe partout, voilà. Donc c'est sur une saison qui est un peu plus courte. Et pour moi, le vrai intérêt du coup de la saison, c'est ce grand final. Le grand final où tous les artistes se rassemblent, où on retrace cette journée à travers la musique. Moi, je trouve ça génial et j'avoue que pour moi, ce grand final est presque aussi grandiose que le JBJ. Parce que ça reprend en fait ce concept du rassemblement sur le hub avec plusieurs univers qui se côtoient et qui arrivent à se retrouver autour d'un thème général. J'ai vraiment vibré sur le hub comme j'avais pas vibré depuis longtemps, puisque j'avais pas tellement aimé la saison précédente, donc qui était Million Splash of Color. J'ai même beaucoup aimé aussi l'activation de Videopolis, donc le spectacle qui rassemble donc ce concert pop rock avec Tic et Tac en DJ. Bon, c'est complètement barré, ça manquait aussi un peu de personnages jusqu'à la fin du spectacle, mais j'ai trouvé ça très très sympa, et vraiment pour moi le tout fonctionne. Et donc vraiment c'est une saison que je vous invite vraiment à découvrir, notamment parmi vous. Je sais qu'il y a des visiteurs occasionnels qui hésitent à venir à certaines périodes. Là pour moi c'est le moment de venir à Disneyland Paris, parce qu'il y a moins de travaux, parce qu'il y a cette saison, parce que c'est le retour des beaux jours. C'est le moment de venir, il y a beaucoup de monde certes, mais le parc reste quand même agréable à pratiquer. Et puis dès qu'il y aura la réouverture de Big Thunder Mountain, vous pourrez profiter pleinement de toutes ces activations et de temps d'attente aussi plus faibles. Donc voilà pour ce que j'ai à dire sur le Disney Music Festival, que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Après, je veux pas vous survendre la saison, parce que pour moi c'est des trucs que vous retrouvez toute l'année, que ce soit au Magic Kingdom en Floride, à Disneyland en Californie, à Hong Kong, même en basse saison, vous retrouvez tous ces événements. Donc pour moi cette saison ne serait réussie que si on pouvait garder que certains de ces divertissements tout au long de l'année, et que ce soit décorrélé du coup des saisons. En revanche, j'ai trouvé la saison très travaillée sur des aspects dont je parle moins en vidéo, comme par exemple le merchandising, qui est particulièrement développé, beaucoup plus je trouve que Million Splash of Color. Pareil pour tout ce qui est fait autour de la bouffe. J'ai pris d'ailleurs un cake à la pistache de Tic et Tac, je l'avais trouvé au Market House Delhi, si je dis pas de bêtises, et j'ai beaucoup aimé, et j'ai vu plein de food sur l'univers de la saison que j'ai trouvé très très travaillé. Donc vraiment pour moi c'est assez réussi, et pourtant il n'y a rien de très grandiose hormis le grand final. C'est quand même assez peu de performeurs, assez peu de personnages à chacune de ces activations, mais le parc vit en permanence et vous tombez dessus par hasard. J'ai pas arrêté, et j'ai pas réussi d'ailleurs à tout voir, donc c'est à la fois assez riche, assez minimaliste par certains aspects, et puis ce grand final m'a fait quand même monter une sorte d'émotion. Donc je sais pas, dans l'ensemble je m'y suis retrouvé, et j'ai retrouvé la magie des parcs Disney comme je l'avais ressenti à l'époque de Dream and Shine Brighter, de JBJ ou encore de Spring Fever, pour ceux qui ont connu cette saison que j'avais adoré. Donc voilà pour le Disney Music Festival, mais on va tout de suite reparler des annonces du parc lors du 12 avril, et on va aussi parler de l'ouverture des nouvelles boutiques et du réagencement du World Premier Plaza que j'ai découvert récemment. On a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est parti. Alors vous le savez, désormais le 12 avril s'est installé par Disneyland Paris comme étant un nouveau rendez-vous, un moment d'annonce. C'est nouveau, ça date de la période de la pandémie. Désormais le 12 avril est événementialisé pour les fans avec des annonces. Il se passe pas grand chose sur le parc, mais ça se passe du coup avec les insiders, avec les influenceurs, avec de la presse, pour leur partager des nouveautés. Le but c'est qu'ensuite le public de fans puisse être averti de toutes ces nouveautés.
Et cette année, on peut le dire, Disneyland Paris a fait beaucoup plus d'annonces que d'habitude, et pourtant la déception a été beaucoup plus grande. C'est pas pour défendre le parc, parce que vous savez, moi je suis pas insider, je me suis pas du tout rendu à cet événement, mais je trouve que c'est tout à fait c'est tout à l'honneur du parc d'organiser cet événement, parce que aujourd'hui, lorsque vous êtes un parc Disney, comme Disneyland Paris, que vous voulez faire une annonce sur une nouvelle attraction, sur un nouveau spectacle, il faut passer par ce qu'on appelle Burbank, c'est-à-dire par la division Disney Parks. En Californie, il faut leur demander l'autorisation de communiquer sur ces sujets-là, et c'est très difficile de communiquer sur ces sujets-là, parce que Walt Disney Imagineering, Disney Parks, décident de moments forts où ils vont communiquer. Ça peut être à des salons de professionnels, ça peut être bien sûr à la D23 Expo ou à Destination D23, comme ça va se passer d'ailleurs cet été, et donc il faut obtenir des autorisations qui finissent par avoir, mais c'est évidemment des petites exclusivités qu'on leur donne pour garder le gros des annonces lors d'événements qui sont identifiés comme plus stratégiques par la Walt Disney Company. Et donc c'est quand même la première fois, lors d'un 12 avril, que Disneyland Paris a annoncé la création d'une nouvelle attraction. C'est du jamais vu. Disneyland Paris n'a jamais pris l'initiative d'annoncer comme ça lors d'un événement de fans la création de nouvelles attractions. Ça a toujours été la Walt Disney Company qui a dicté son tempo. En 2018 par exemple, c'était à l'occasion de la visite de Bob Iger à l'Elysée auprès du président Emmanuel Macron qu'avait été décidé d'annoncer le Land. Mais c'était pas Disneyland Paris tout seul dans son coin qui pouvait décider d'une annonce pareille. Donc vous voyez, c'est assez complexe, et donc le parc a essayé de se dépatouiller comme il pouvait, avec en face l'annonce des parcs Universal, du nouveau parc Universal en Grande-Bretagne. Donc forcément, ça a perdu de sa puissance et l'événement n'a pas eu le retentissement que Disney espérait. Néanmoins, il y a eu beaucoup d'infos, et moi je me suis régalé parce que c'était beaucoup plus riche finalement presque qu'à la D23, où Disneyland Paris ne fait l'objet que de quelques secondes, même si c'était une annonce assez spectaculaire qui était donc l'annonce de l'attraction Roi Lion. Et donc là, on a eu de nouvelles infos, notamment sur le World Premiere, avec un détail dont je vais vous parler tout de suite. C'est le retour d'une de mes musiques préférées du parc Walt Disney Studios, qui en fait était la musique principale du parc. C'est bien sûr la musique d'Autant en emporte le vent, qui était associée à l'attraction Cinémagique, une attraction que j'adorais, qui me faisait beaucoup rêver. Et d'ailleurs, grâce à Together, j'ai réappris à apprécier cette salle que j'aimais pas du tout du temps du spectacle Marvel. Désormais, je retrouve un peu cette magie qu'il y avait dans Cinémagique, qui consistait à passer à travers l'écran. Et on retrouve ça un peu dans Together, et je suis super content d'avoir entendu cette musique dans cette vidéo de promotion de World Premiere. Et donc, vous savez, World Premiere se dévoile avec cette immense enseigne lumineuse qu'on va traverser lorsqu'on quittera donc l'ancien Studio 1, dans le sens de la visite lorsqu'on arrive. Et donc, il y a une nouvelle storyline que je vais vous lire. Les visiteurs seront transportés en plein cœur d'une soirée hollywoodienne très glamour, donc on sera de nuit et on sera invité à une sorte d'avant-première sous un ciel étoilé. Et donc on est sur une sorte en fait de, non pas de tapis rouge, mais on est sur le point de rentrer dans ce Disney Theater, cette immense enseigne lumineuse. Mais une fois qu'on a traversé cette enseigne, on est à la première personne, on est dans le film directement. Alors que dans l'ancienne storyline, on était sur un plateau de cinéma, on était encore un visiteur qui allait découvrir les coulisses du cinéma. Là, la nuance est un peu plus subtile. On passe à la première personne, un petit peu lorsque... C'est la même storyline, hein, d'ailleurs, lorsqu'on traverse Disneyland Paris, lorsque vous êtes sous le Disneyland Hotel, lorsque vous traversez la gare de Main Street, vous vous apprêtez à entrer en fait, dans un cinéma. Les cast members sont habillés comme des ouvreurs de salles de cinéma. Vous avez ces affiches, vous avez ces guichets pour acheter vos tickets. Une fois dedans, vous passez à la première personne et vous êtes donc un personnage du film. C'est en fait désormais la même storyline lorsque vous dépassez le World Premiere et que vous vous retrouvez ensuite sur World Premiere Plaza. Et donc le Disney Studio 1 a été entièrement métamorphosé avec des décors plus soignés, des décors réaménagés. On sera dans une rue hollywoodienne qui va être reconnaissable grâce à ses palmiers, ses étoiles au sol, les façades aux architectures aussi riches que variées et qui célèbrent l'univers du cinéma, mais aussi de Burbank. Il y a beaucoup de clins d'œil à Burbank, j'ai remarqué, et au studio Disney, donc j'ai très hâte de voir ça. Et puis, il y a aussi des clins d'œil plus larges à l'univers de Los Angeles. Et ce World Premiere m'a l'air très réussi. Je trouve que c'est la transformation du Walt Disney Studio qui semble la plus ambitieuse et la plus travaillée. Et alors, si en plus, il y a la musique de Cinémagique, croyez-moi que je vais avoir beaucoup de frissons. Donc au bout de l'allée, vous avez la façade lumineuse du Disney Theater. Puis à l'intérieur du World Premiere, vous avez plusieurs espaces. Le Hollywood Garden Restaurant, donc qui est l'ancien fast-food, qui était l'ancien plus gros fast-food du parc. Donc ça restera de la restauration rapide, probablement d'ailleurs du burger, dans un cadre élégant
en extérieur. Alors c'est faussement en extérieur, c'est en intérieur, mais ça doit reproduire la sensation d'une nuit hollywoodienne. Et en face, vous aurez le Mickey's of Hollywood Boutique. Et là, on retombe dans l'univers du Art déco, c'est le parti pris du World Premiere et du World Premiere Plaza. Donc on est dans un magasin qui est inspiré des années 20, et je pense que ce sera un résumé de tout le merch du parc. Et en sortant du bâtiment, on se retrouve dans le World Premiere Plaza, qui d'ailleurs commence à se dévoiler. C'est quoi le concept du World Premiere Plaza? C'est un quartier qui vibre à l'image de Broadway ou du West End, qui accueille des salles de spectacle, des cinémas, qui célèbrent l'histoire Disney et Pixar. Le cinéma, ça va être le ciné-concert avec Together. Les salles de spectacle et les comédies musicales, ça va être des salles comme Animagic, avec bien sûr Mickey et le Magicien. Ou alors, ça va être des salles comme Animation Celebration, dont l'affiche désormais de ce spectacle Frozen qui reprend, en fait, qui est un clin d'œil à la comédie musicale qui est jouée notamment à Londres. Donc il y a bien sûr la refonte de tous les sols, et vous le voyez en temps réel depuis plusieurs mois. Il y a la création de fresques murales colorées. C'est d'ailleurs à cet endroit-là que va être posée la statue Partners, qui sera dos au Studio 1 et face à World Premiere Plaza et au World of Frozen, ce que je trouve d'ailleurs très bizarre. Pour moi, il fallait l'inverser et le mettre dos au World Premiere, ou dos même au World Frozen, tout simplement, pour faire de jolies photos de Adventure Way et du lac, mais non, c'était une trop bonne idée, donc il fallait surtout pas le faire. Bref, pardon, excusez-moi, c'est vraiment un des trucs que je comprends pas de cette rénovation. Et puis, vous avez un peu plus d'arbres, de végétation, et donc ces espaces se révèlent depuis plusieurs jours, et vous pouvez désormais visiter le World Premiere Plaza dans une version quasiment complète. Il reste encore une section en travaux à gauche de Animagic, mais toute la partie droite a été en partie révélée avec donc cette végétation, ces lampadaires qui sont très très nombreux. D'ailleurs, certains vous m'avez dit, mais c'est quoi tous ces lampadaires, pourquoi il y en a autant? Mais parce qu'en fait il faut compenser avec les bâtiments qui sont omniprésents et qui écrasent complètement les visiteurs, qui sont beaucoup trop hauts, et donc avec cette végétation, ces lampadaires, on crée un peu de richesse visuelle, ce qui permet aux visiteurs de ne pas se retrouver, de pas avoir la sensation de se retrouver sur un parking. Et puis vous avez deux nouveaux parterres. Vous avez un nouveau parterre avec Mickey Mouse qui trône au milieu des anciennes statues qui entouraient le cône de l'apprenti sorcier, du chapeau de l'apprenti sorcier au niveau de Animation Celebration. Et là, ça c'est une super idée. Là en ce moment, les gens se prenaient énormément en photo avec ces statues qui étaient mal positionnées jusque-là, très peu visibles. Et là, on le voit, ça attire beaucoup plus le regard des visiteurs qui se posent autour de ces statues, qui se prennent en photo avec Mickey qui marquait l'entrée dans l'ancien Toon Studio. Et puis de l'autre côté, vous avez un autre parterre, mais qui n'est pas du tout utilisé pour le moment, mais je pense qu'il le sera à l'avenir, avec des taupières, des statues ou des éléments visuels forts qui marqueront la célébration d'une saison par exemple, ou alors de la signalétique. Donc je pense que ce sera utilisé de cette façon-là. Et puis vous avez le Hollywood Boulevard, alors là pour le coup qui est un peu plus bétonné, où il y a très peu de végétation, simplement ces lampadaires qui ont été ajoutés, l'élargissement aussi, j'ai l'impression, de l'avenue. De manière générale, les allées sont beaucoup plus larges et on voit qu'en fait les Imagineers ont réfléchi à installer des futures parades. En tout cas, le parc est complètement désormais adapté à l'arrivée de plus grosses, enfin de parades plus élaborées. Et puis, oui, c'est vrai que ces anciens palmiers ont été enlevés. Et donc du coup, ça fait un peu très bétonné. Alors ils réapparaissent, certains d'entre vous, vous me l'avez dit, c'est vrai que ces palmiers réapparaissent sur la maquette qui est exposée à Animation Celebration. Mais pour le coup, là, ça fait un peu bétonné dans cette très courte transition. Et puis après, c'est l'entrée dans Adventure Way, et puis vous le sentez, c'est délimité en fait par cette immense rosace que vous pouvez apercevoir au sol. Et au sol d'ailleurs, il y a un défaut que je ne comprends pas, c'est la couleur du sol. Et ça, j'ai pas du tout parlé de ça en vidéo. Mais le sol est très très gris de manière générale au Walt Disney Studio. Il est très peu coloré depuis cette rénovation. Pour moi, c'est une erreur là aussi que je ne comprends pas. On retrouve la même chose d'ailleurs dans l'extension, dans Adventure Way. Et je vous le dis d'avance, le World of Frozen sera aussi assez peu coloré, et c'est ce qui m'avait un peu déçu d'ailleurs à Hong Kong Disneyland quand je l'avais visité. Ce que je ne comprends pas, c'est que le sol est gris, alors que la première chose qu'on apprend sur Disneyland Paris lorsqu'on se plonge dans les ouvrages qui racontent la destination, c'est que Disneyland Paris est le resort le plus coloré des parcs Disney, justement pour contraster avec les couleurs grises de notre climat d'Européens. Et donc je ne comprends pas pourquoi ces sols sont si gris alors qu'il y avait une possibilité de jouer avec les couleurs. Heureusement, c'est rattrapé par la végétation, puis par la couleur des bâtiments du Walt Disney Studio, le bleu de Crush Coaster, le jaune de l'ancien Studio 1, etc., etc. Mais je trouve ça quand même dommage, c'est un petit loupé selon moi, et je comprends pas ce parti pris. Les allées centrales sont très grises, sur les côtés c'est un peu plus coloré, mais enfin bon, c'est quand même pas la grande fête quoi. C'est vrai que quand vous rentrez sur Main Street USA à Disneyland Paris, les pavés
vous amène une chaleur en hiver qui est très 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 appréciable, et donc vous retrouvez toutes ces couleurs partout sur les façades, et donc vous oubliez cette météo. Et c'est aussi le cas avec le château qui est toujours là pour apporter cette couleur que ne peut pas vous apporter le reste du temps la météo parisienne. Donc là pour moi c'est quand même un petit loupé. Et puis l'extension, et puis l'annonce majeure lors de ce 12 avril, c'était bien sûr l'arrivée d'une nouvelle attraction dans Adventure Way. Et alors là, ça s'est déchaîné dans mon espace commentaire, l'immense déception que vous ressentez. D'ailleurs, c'est marrant de voir le décalage entre votre immense déception d'une majorité du public et l'engouement de tous les créateurs de contenu qui ont en fait célébré l'arrivée de cette nouvelle attraction, mais qui quelques jours avant expliquaient que l'arrivée d'Universal, bof, parce qu'il n'y avait pas Harry Potter. C'est vrai qu'il y a un deux poids deux mesures qui est complètement étrange et qui déclenche chez vous, et c'est normal, une réaction complètement à contre-courant. Enfin, c'est très très perturbant ce deux poids deux mesures. On en reparlera d'ailleurs lorsqu'on parlera d'Universal. Alors, les chaises volantes. Moi, je suis pas contre l'arrivée d'une attraction à Adventure Way, de petites attractions comme ça. Alors que ce soit encore un flat ride qui soit un petit peu répétitif avec les tapis d'Aladin ou les tasses de réponse, oui, c'est un petit peu saoulant. Moi, ce qui me choque, c'est plutôt la thématique. Alors certes, ces attractions réponses, ces chaises volantes sont en réalité sur la thématique d'Adventure Way, donc sur l'art nouveau, sur cet univers de transition qui nous emmène vers les vrais worlds qui là sont très centrés sur les thématiques Disney et Pixar. Mais d'avoir quand même choisi la licence là-haut pour une nouvelle attraction, c'est quand même un peu fort de café, alors même qu'on vient tout juste d'installer ce qu'on appelle le World of Pixar, qui comprend le Crush Coaster, l'attraction Cars, mais aussi Ratatouille, Toy Story Playland, et donc on vous met du Pixar en dehors du World of Pixar, ça vient déjà complètement perturber votre storyline. C'est quand même fou d'avoir sauté les deux pieds dans une telle erreur, surtout que, en fait, vous avez les chaises volantes sur l'univers de là-haut, mais juste derrière, vous avez les jardins anglais. Il suffisait juste, c'est un abonné qui m'a écrit ça aujourd'hui, il suffisait juste en fait de choisir une licence comme Mary Poppins pour que ça colle à une thématique, pour que ça ne vienne pas perturber en fait la storyline du World of Pixar. Pour moi, c'est une erreur, mais grotesque. Mais ils vous diront que oui, mais non, parce qu'en fait, c'est les jardins Art Nouveau, c'est sur la thématique d'Adventure Way, c'est pas vraiment sur Pixar. Ouais, mais alors du coup, pour expliquer ta storyline sur le World of Pixar, qui est déjà très peu compris par le public, parce que c'est pas vraiment chapeauté par ce logo et par cet univers, et en réalité, Toy Story Playland est plus fort que le land lui-même, World of Pixar, bah du coup, ça fait un boulgui-boulga, là, moi-même, je m'y perds en essayant d'expliquer mon avis, et je comprends pas pourquoi il y a eu cette erreur. Néanmoins, il faut absolument que cette allée Adventure Way, elle soit beaucoup plus remplie. C'est très très vide. Vous avez les tasses de réponse, vous avez les jardins anglais, vous avez les chaises volantes, mais ça manque d'espace couvert, ça manque de boutiques, et puis tout autour d'Adventure Way, ça va manquer de choses, ça va faire très 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 vide. Et en fait, ça nous amène à la véritable raison de cette extension. La véritable raison de cette extension, c'est pas forcément créer des attractions, c'était en fait tout simplement de finir le pack, et de mieux l'agencer d'un point de vue urbanisme en fait. Et donc c'est vrai que on a besoin d'attractions, mais il y a tellement d'incohérences dans ce Adventure Way désormais, avec ce réponse, ce Regal View qui est pas sur cette thématique réponse, ces chaises volantes qui ne sont pas sur cette thématique anglaise. Donc là, il y a un espèce de mélange qui est un peu hasardeux, alors heureusement qui est bien rattrapé par effectivement l'architecture de l'attraction qui est quand même assez réussie. Mais waouh, c'est pas tout à fait comme ça que j'imaginais en fait ce Adventure Way, et c'est dommage déjà de le biaiser en y intégrant des licences qui devraient pas être là selon la thématique qui a été instaurée dans le World of Pixar. Mais il faut de toute évidence le remplir. Donc pour rappel, les travaux débuteront plus tard, et les chaises volantes, je crois pas qu'elles seront disponibles à l'ouverture de l'extension. Après, d'un point de vue esthétique, je trouve ça très réussi, très beau. La régie aussi qui est juste derrière s'intègre très bien, le Regal View s'intègre très bien. Il y a quand même une direction artistique qu'on devine, mais bon, voilà, je pense que vous avez compris mon avis général sur la question. Ils ont aussi dévoilé un nouveau concept art du Regal View qui sera encore un restaurant sur les princesses. Quel manque d'audace, là aussi, je suis désolé. Encore un restaurant sur les princesses. Donc vous avez le Disneyland Hotel pour les princesses, avec que des restaurants sur ces thématiques-là. Ensuite, vous avez l'auberge de Cendrillon. Ok, d'accord. Vous avez le pavillon des princesses. Bon, ok, c'est ce que les gens veulent voir, d'accord. Mais est-ce qu'on pouvait pas aller chercher une thématique un peu plus originale? Je sais pas, moi, par exemple, à Disney California Adventure, vous avez le Pixar Lamp, qui est un super restaurant sur l'univers de Pixar.
Vous avez le Be Our Guest au Magic Kingdom qui est centré sur un univers en particulier. Vous avez plein de dining de manière générale au Walt Disney World qui sont sur des thématiques comme Blanche-Neige et les 7 nains ou alors sur la thématique polynésienne. Je sais pas, je trouve que là c'est très répétitif avec l'auberge de Cendrillon. Je trouve que c'est un peu les gros sabots parce que qu'est-ce qui se passe là en réalité? Le Walt Disney Studios jusque-là était un parc pour adolescents avec des attractions à sensations et je pense qu'il y a une volonté de recentrer le parc sur ce que pourrait être Disneyland Paris, c'est-à-dire le premier parc. Il y a cette volonté de dire regardez, bah en fait, si vous allez dans l'autre parc, bah vous aurez aussi un château, vous aurez aussi les princesses, vous aurez le roi lion, vous aurez... En fait, il y a une sorte d'appel du pied pour dire regardez, notre deuxième parc, bah il est presque comme notre premier parc. Mais du coup, ça affaiblit le concept et la créativité qu'il aurait pu avoir dans ce second parc. Il sera certes terminé, il sera certes mieux agencé, mais d'un point de vue thématique, il est complètement décousu. Et l'histoire, elle est difficile à expliquer et à raconter, parce qu'en fait, ce parc-là veut juste devenir comme le premier parc pour être sûr d'attirer un maximum de visiteurs. Tu veux voir la Reine des Neiges, tu veux voir les princesses, ben viens aussi dans le deuxième parc. Voilà, c'est quand même les gros sabots. Et bien sûr, bah oui, ça va rencontrer une forme de succès commercial, c'est certain. Mais je suis pas sûr que ce soit un succès créatif de storyline qu'on aurait pu espérer comme on l'a connu avec le premier parc. Et puis, il confirme aussi qu'il y aura toujours bien ce deuxième show nocturne qui sera donc installé dans Adventure Way. Le show d'ailleurs qui est en répétition en ce moment même et il intègre de la pyrotechnie, c'est assez impressionnant. Il y a des images qui ont circulé. Le show a l'air vraiment assez spectaculaire. Il y aura aussi des chorégraphies de drones, mais du jamais vu avec de la pyrotechnie installée sur les drones, mais pas que, il y aura d'autres effets aussi. Et donc il y a un concept art qui a été partagé avec Moana et donc du coup la grand-mère de Moana qui flotte dans le ciel sous forme de raie. C'est assez beau et je pense que ce sera assez agréable de voir le spectacle de différents points de vue sur ce lac. Et puis on a eu aussi une image absolument spectaculaire de l'extension du World of Frozen. Alors il y a des points de vue qui sont absolument incroyables qu'on n'a vraiment pas ni à Hong Kong ni à Tokyo parce que ce lac Adventure Way qui entoure les landes offre des points de vue, des vues dégagées sur les landes qu'on n'a absolument pas dans les autres parcs. Donc ça c'est quand même l'atout principal en fait de notre extension. Et donc la montagne est quasiment terminée, elle culmine à plus de 37 mètres de haut, à plus de 36 mètres de haut, pardon. Et la skyline du parc est absolument spectaculaire. Et ce que je remarque d'ailleurs, c'est que la skyline est presque, non pas qu'elle soit plus jolie, mais elle est plus réaliste, je trouve qu'à Hong Kong Disneyland, le décor est beaucoup plus espacé, c'est beaucoup moins enclavé qu'à Hong Kong. À Hong Kong, ce qui rajoute du cachet, bien sûr, c'est la montagne tout autour, la skyline absolument impressionnante de Hong Kong Disneyland qui est entouré par un décor naturel qui est magnifique. Et ici, en fait, il n'y a pas ce décor, mais notre décor est plus étalé en fait, moins enclavé. Je sais pas, je trouve qu'il fait plus grand. Il faudrait que je le visite sur place pour me rendre compte de la taille que ça fait. Et puis il y a eu aussi des nouveaux concept art qui ont été partagés sur l'univers du Roi Lion. Vous savez, sur la nouvelle attraction, il y a des données techniques qui ont été partagées. J'ai pas tellement envie d'en reparler cette fois-ci, ce sera plutôt dans l'épisode suivant parce que je dois aussi absolument vous parler des nouvelles boutiques du Disney Village que j'ai visité aussi ce week-end. Donc il y a une petite section de cette émission qui est dédiée au Disney Village. Alors le Disney Village, là encore aujourd'hui j'ai traité cette thématique dans ma dernière vidéo et alors pour vous c'est un fiasco. Et c'est marrant là aussi de voir le décalage entre ceux qui disent que c'est génial et qui montrent ça en disant que c'est genre waouh, et vous qui en fait vraiment dans une grande majorité vous trouvez ça trop froid, trop minimaliste. Et je partage votre point de vue notamment pour les intérieurs. C'est vrai que les intérieurs de ces nouvelles boutiques sont très minimalistes, il y a un travail sur le mobilier uniquement, mais il y a très peu de travail sur les thématiques. Récemment, j'ai visité le Disney Village de Shanghai Disneyland, où vous avez plein de clins d'œil aux attractions d'ailleurs de Disneyland Paris. C'est fou de voir plus de clins d'œil sur nos attractions dans d'autres parcs Disney que chez nous. Et ce qui m'a choqué dans ce nouveau Disney Village que j'ai visité, donc les deux nouvelles boutiques, le Lego Store et Deco by Disney, c'est que la boutique la plus Disney de l'avenue, c'est désormais le Lego Store. Et ça, c'est quand même dingue de se dire que on retrouve moins d'univers Disney que dans un Lego Store qui n'appartient pas à Disney. Ça, c'est quand même assez fou. Alors, j'ai quand même beaucoup aimé Deco by Disney, qui est en fait l'équivalent de notre ancien Disney Gallery, qui regroupe des objets de collection, mais pas que. C'est aussi de la cuisine, de la décoration, d'objets qu'on peut poser dans les salons, dans les chambres, dans les cuisines, comme je vous disais à l'instant, dans
dans les toilettes et salles de bain aussi. Et c'est vraiment très très réussi. Les collections qui ont été développées à l'occasion de l'ouverture de ces boutiques sont très réussies. Attention par contre, prudence, ces collections qui sont développées dans ces boutiques, elles sont là au début, mais on sait très bien qu'en réalité, petit à petit, le merch va être remplacé par le merch générique du parc. Donc ces boutiques vont forcément perdre de leur cachet au fur et à mesure, et ça c'est normal, c'est la vie logique des boutiques, de toute boutique en fait, y compris même dans les parcs. Mais c'est quand même Deco by Disney qui l'emporte pour moi, avec des produits exclusifs absolument incroyables, de très très belles idées comme les lithographies d'Eddie Soto, ce set de lit absolument incroyable, vous pouvez dormir dans la Fun Map de Disneyland Paris, ça c'est clair que quand je vais déménager là bientôt, je m'achète ce set de lit, ça c'est clair et net, je le fais, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis des objets de collection vraiment fun. Enfin franchement j'ai beaucoup aimé, et on retrouve aussi un petit corner comme il y en avait un, Art on Demand, l'art à la demande. C'était un petit corner qui existait déjà aussi à Disney Gallery, vous pouvez vous-même créer et commander votre affiche Disney sur un écran tactile. Donc on retrouve un peu la magie quand même de Disney Gallery, même si c'est pas une boutique qui est entièrement dédiée à cette thématique. Et puis après, il y a le Lego Store. Alors là, le Lego Store, l'émeute, la file d'attente de dingue, les gamins qui rentraient tous en courant dedans, une opportunité photo en extérieur qui fait vraiment très très Disney, alors que le reste de la façade, c'est vrai, est très épuré. Et puis alors en intérieur, le gros bordel, avec donc l'ancienne sculpture qu'on retrouvait dans l'ancien Lego Store et qui est positionné désormais au centre, avec des sculptures supplémentaires sur l'univers de Marvel, sur l'univers de Disney et sur l'univers de Star Wars. Et alors des clins d'œil aux univers des attractions Disney. En haut, vous avez les affiches des attractions Disney en Lego. Bah, c'est ce genre de clin d'œil, c'est ce genre d'humour, de détails que j'aurais voulu retrouver sur le plafond des autres boutiques. Mais désormais non, c'est vu sur des climatiseurs et sur les conduits d'eau. Donc je suis complètement dégoûté de ce manque de thématique. Alors certes, c'est vrai que la thématique des années 90, bah, elle était très kitsch, mais bon... Elle avait quand même son charme, et elle réveillait une forme de nostalgie, elle faisait rêver les enfants. Et donc là, on pourrait retrouver ce genre de thématique un peu moins kitsch. Bah non, on est vraiment sur quelque chose de très 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 épuré, hormis au Lego Store. Par contre, en extérieur, je maintiens ce que j'ai dit. Les extérieurs sont pour moi très réussis. D'abord parce qu'ils sont plus Disney que dans les autres Disney Village. Ils sont plus contemporains, ils sont plus audacieux d'un point de vue architectural. Vous avez des mises en avant d'artistes comme Marie Blair, vous avez Edna Mode qui est mis en avant. Vous avez cette sculpture Lego qui s'anime, mais qui est à la fois aussi très contemporaine, mais qui vous évoque tout de suite l'univers Disney. J'aime beaucoup les concept art aussi du Sport Barb et de Disney Wonders en extérieur. En fait, pour moi, c'est réussi en extérieur. C'est en intérieur que le travail n'a pas été fait. En intérieur, vraiment, on désosse les décors pour vraiment nous confronter à la brutalité d'un climatiseur et d'un conduit d'eau, quoi. C'est vraiment dommage. Et donc, ce Disney Village, pour moi, bah... il est réussi, il est plus avenant en extérieur, en intérieur, voilà, bon, vous avez compris l'idée générale, hein, je crois. On a fait déjà la moitié de l'émission, et je vous propose maintenant qu'on passe à ce qui s'est passé la même semaine que toutes ces annonces. Tout ce dont on parle là, s'est passé au moment même où les équipes Disney, avec quelques sueurs, à mon avis, à l'idée de préparer cet événement, parce que Universal a fait le plus grand pied de nez de l'histoire des parcs d'attractions, en annonçant la semaine de la célébration des festivités de Disneyland Paris, l'arrivée d'un parc Universal en Europe. Oui, c'est bien en Europe. Oui, j'insiste. Vous avez été des dizaines, même je crois plus que ça, plus d'une vingtaine à me dire en commentaire que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni n'étaient pas en Europe. Alors là, je suis désolé de faire un petit cours d'histoire et de géopolitique, et de géographie surtout. Bien sûr que oui, le Royaume-Uni est en Europe. Comme la Suisse d'ailleurs, comme certains autres États qui ne sont pas dans l'Union Européenne. Parce que l'Union Européenne, c'est pas l'Europe. L'Union Européenne, elle est effectivement sur le territoire européen, mais c'est une institution politique et en partie économique qui organise nos institutions sur un territoire. Mais c'est pas parce que vous êtes en Europe que vous êtes forcément dans l'Union Européenne. C'est le principe même du Royaume-Uni qui, vous le savez, malheureusement a quitté l'Union Européenne, mais ça ne les exclut pas du tout du territoire européen. Et Londres est au cœur de l'Europe. Ça, faut bien l'avoir en tête. C'est pas parce qu'ils ont quitté l'Union Européenne que le Royaume-Uni a déménagé, a pris le large. Non, ils sont toujours au cœur du territoire européen. Et donc, Londres est un choix intéressant. Donc, Universal a effectivement annoncé son arrivée dans une petite ville qui s'appelle Bedford, en banlieue de Bedford. C'est un choix, pour moi, qui est
stratégique. Et je vais défendre ce choix parce que justement, avant son arrivée, j'avais parcouru le dossier de presse, j'avais parcouru l'étude de marché et elle est extrêmement intéressante. D'abord, il y a un premier choix qui est le choix de revenir. Parce qu'Universal, c'est pas son arrivée en Europe, c'est son retour. Moi, j'ai visité petit Universal Méditerranéen. Quand j'étais petit, ça s'appelait comme ça. Et je peux vous dire que les attractions Universal qui ont été développées par Universal à Port Aventura n'étaient pas des attractions comprises par le public. Et il y a un problème de décalage culturel entre ce que fait Universal et ce que veut véritablement le public européen. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à dire en commentaire, moi je n'irai pas à Universal Great Britain s'il n'y a pas Harry Potter parce que de toute façon tout le reste ne m'intéresse pas. Et très souvent d'ailleurs, les gens qui vont visiter Universal en Floride, en Californie, qui ne sont pas des fans Disney, sont souvent très déçus des parcs Universal, qui considèrent être des attrape-touristes avec beaucoup d'écrans et des licences qui ne leur parlent pas beaucoup. Universal aussi s'installe en Grande-Bretagne pour des raisons aussi fiscales. Il y a déjà Universal EMEA qui est installé, donc vous savez, vous avez le siège californien d'Universal, mais les sièges européens des studios de divertissement américains sont très souvent situés à Londres. À l'époque où je faisais mon alternance chez Disney, mon supérieur hiérarchique, c'était pas véritablement la personne qui me manageait sur place en France, c'était plutôt ce qu'on appelle mon homologue chez EMEA, qui nous donnait les informations en provenance de Londres, qui eux-mêmes les recevaient en provenance de Californie. Et c'est comme ça en fait que sont gérés la plupart des studios de divertissement, notamment pour des raisons fiscales. Et oui, parce que la fiscalité européenne vs la fiscalité britannique, c'est pas tout à fait la même. Et en plus de ça, Universal a déjà son siège, avec des locaux, avec des fonctions support. Les gens aujourd'hui qui travaillent chez Universal EMEA, ce sont ceux qui demain travailleront sur l'ouverture de ce parc, en partie, même si bien sûr il y a beaucoup de recrutement à venir. Donc c'est aussi une raison importante. C'est la raison fiscale, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est quand même une raison très très importante pour un géant du divertissement comme ça. Et puis, vous avez une autre raison, c'est que Universal, c'est un studio de cinéma qui a déjà des locaux. Et il faut savoir que vous êtes dans une région à Londres où il y a beaucoup de studios. Pinewood par exemple, là où sont tournés les Star Wars, c'est juste à côté. Vous avez également aussi Leavesden. C'est pas rien Leavesden, c'est là où sont tournés les Warner. C'est là où pendant des années tout le cast d'Harry Potter était installé. Ils ont vécu là. C'est un immense hub de studios de cinéma. Aujourd'hui, quand vous avez une avant-première par exemple avec Disney, vous avez remarqué, c'est souvent à Londres. Mais si Disney avait un parc à Londres, la plupart des avant-premières Disney de EMEA, donc de Londres, se passeraient en réalité dans l'équivalent d'un Disneyland Paris, mais qui serait à Londres. C'est ce qui va se passer aussi avec les parcs Universal sur place. Donc ça facilite aussi la synergie avec le reste du business. Et puis enfin, il y a une autre raison majeure, c'est la prudence. Vous savez, Natasha Rafalski, la présidente de Disneyland Paris, a souvent parlé de prudence au sujet de Disneyland Paris. Oui, parce que les mastodontes du divertissement américain, en France, ont très peu de succès. Disneyland Paris, ça a été un fiasco financier. Universal Méditerranéen, ça a été un flop. Et donc aujourd'hui, pourquoi ils viennent en Angleterre? Pourquoi ils viennent au Royaume-Uni? Mais c'est pour justement y aller avec prudence. Et d'ailleurs, les parcs Universal s'exportent de façon différente des parcs Disney. Disney a toujours construit trop gros, trop vite, trop grand les parcs qui étaient en dehors des États-Unis. C'est pas du tout le cas d'Universal qui fait des plus petits resorts où on retrouve leur licence emblématique, certes, mais en réalité, on ne retrouve pas les gros parcs qu'on peut retrouver notamment en Floride. Et puis, Universal aussi vise une clientèle principalement britannique. C'est ce qu'ils expliquent dans leur étude de marché. Les Britanniques seraient beaucoup plus sensibles, seraient en fait parmi les premiers voyageurs européens à se rendre. Ils sont en fait la majorité, désolé, j'ai du mal à m'expliquer, la majorité des visiteurs européens qui viennent visiter les parcs Universal aux États-Unis sont en fait des visiteurs britanniques. Donc ils savent déjà que les visiteurs britanniques ont une familiarité avec les licences Universal. Ensuite, vous êtes nombreux à m'avoir parlé de la météo. Oui, c'est vrai, ça peut freiner beaucoup de visiteurs, mais quand vous êtes déjà un Britannique et que vous vivez dans la flotte tout au long de l'année, vous allez dans les parcs, comme moi qui suis un Parisien et qui passe ma vie à Disneyland Paris sous la flotte. Au bout d'un moment, vous acceptez tout simplement votre vie, c'est aussi simple que ça. Et donc du coup, les Britanniques iront sous la flotte dans le parc qui sera probablement adapté avec plus d'avenues couvertes, comme en France, à Disneyland Paris, avec plus de dark ride. Alors, il y a quand même beaucoup de coasters, ça m'a surpris, je vous avoue que je m'attendais pas à voir autant de coasters en extérieur, mais bien entendu, toute la file d'attente, tous les pré-shows sont en intérieur, et on voit que c'est un parc qui quand même va fonctionner avec beaucoup d'univers
en intérieur. Et puis, c'est vrai que j'ai été très étonné de voir le décalage entre moi qui étais complètement euphorique à l'idée de l'arrivée de ce nouveau parc, et la déception d'une partie du public. Alors d'abord parce qu'il n'y avait pas la licence Harry Potter, et puis c'est vrai que tout autour de moi, les autres créateurs aussi étaient très déçus, et j'ai pas compris ce deux poids deux mesures. Comment on peut s'enjailler sur des rénovations minimalistes du Disney Village, mais par contre dire que Universal 4 milliards, c'est pas fou. Donc je comprends pas. Non, pour moi, c'est quand même un événement. C'est un événement. Parce que le parc va quand même viser les 8 millions de visiteurs par an, dès la première année. C'est énorme. Pour vous donner une idée, Disneyland Paris est légèrement au-dessus des 10 millions de visiteurs. Et donc, ces 8 millions-là, ils vont forcément gratter des parts de marché à Disneyland Paris. Surtout qu'on l'oublie, mais la première nationalité de visiteurs étrangers à Disneyland Paris, on pense souvent à tort que ce sont les Espagnols. Mais pendant très longtemps, et encore aujourd'hui je le pense, ce sont les Britanniques, ce sont les Anglais qui est la première population européenne à visiter le parc en dehors des Français. Et donc bien sûr que ces visiteurs-là, ils peuvent d'un seul coup se retourner. Et donc quand Natasha Rafalski dit que elle accueille ça avec bienveillance, qu'elle va pas faire grand-chose, en réalité bien sûr que si, ça a un impact. Et puis de toute façon, il n'y avait pas le challenger principal de Disneyland Paris sur le territoire européen, ce qui laissait du coup une gestion à Disneyland Paris qui était anormale. On voit que, par exemple, Shanghai Disneyland se développe très très vite. Mais pourquoi ? Parce que vous avez Universal Pékin, Universal Beijing, qui est juste à côté. Ça se développe aussi très très vite, vous avez remarqué ? À Tokyo Disneyland, bah oui, c'est normal, juste à côté, vous avez un train qui vous amène à Universal Japan, à Osaka. Et bien forcément, avec un challenger comme ça, à chaque fois qu'Universal va annoncer un nouveau land à 200 millions, 500 millions, mais derrière, Disney ne pourra pas rester dans une sorte de statu quo comme ça. C'est impossible, surtout lorsque on se bat à aller chercher le même type de visiteurs. Parce que oui, la clientèle des parcs Universal est très proche de la clientèle des parcs Disney. C'est la même gamme de prix, c'est le même investissement sur les attractions, c'est le même type de licence, on va pas se mentir. C'est le challenger historique, alors qu'il n'y a pas du tout le même nombre de visiteurs. C'est pas du tout le mastodonte qui est Disney. Mais évidemment que la gestion actuelle de Disneyland Paris peut pas continuer comme ça face à un challenger de cette taille-là. Je mets néanmoins un bémol à tout ça, c'est Harry Potter. C'est vrai qu'aujourd'hui, le succès des parcs Universal, il faut pas se mentir, repose sur le succès de la licence Harry Potter qui ne leur appartient pas et qui donc ne peut pas être installée sur le territoire européen. J'ai traité cet axe-là d'ailleurs dans ma vidéo, je vais pas revenir dessus là en podcast parce que c'est assez long à expliquer, mais pour l'instant, la licence Harry Potter ne peut pas apparaître dans ce parc Universal. À la place, ils vont mettre le Seigneur des Anneaux, qui peut faire très mal à Disneyland Paris, mais c'est néanmoins pour moi pas le même succès que la licence Harry Potter, qui est bien plus transgénérationnelle et qui touche un public, je pense, un peu plus large, bien que j'adore ces deux licences. La réalité, c'est que sans cette licence Harry Potter, Disneyland Paris peut souffler. C'est-à-dire qu'ils peuvent attendre avant de proposer quelque chose de vraiment grandiose. Mais attention, les extensions suivantes sont sur Wicked, sont sur le Super Nintendo World. Là, il faudra peut-être une réaction de Disneyland Paris dans un temps 2. Mais tout ça est quand même une très très bonne nouvelle. Ça va dynamiser le marché du loisir en Europe. Ça va même le relancer. Aujourd'hui, c'était trop injuste que Disneyland Paris ait des challengers comme Europa Park ou même le Puy du Fou en France qui ont des budgets, qui ont des gros budgets quand même pour des parcs nationaux, mais qui n'ont pas la force d'un Universal ou d'un Disney qui peuvent investir beaucoup plus d'argent sur des attractions. Et ça va éviter de laisser Disneyland Paris dans cette situation de monopole en sous-investissant dans leurs attractions, dans leurs extensions depuis beaucoup trop longtemps. Vous croyez quoi ? Vous croyez qu'avec Universal, à côté, Disneyland Paris va se permettre d'attendre encore 15 ans pour annoncer une nouvelle attraction dans son parc principal ? Mais bien sûr que non ! Bien sûr que non, c'est sûr qu'ils vont devoir investir. Vous croyez que Oriental Company, c'est pour se faire plaisir, qui lance des attractions tous les mois ? Mais non, mais pas du tout, c'est qu'à côté, il y a le Super Nintendo World, et que le Super Nintendo World au Japon, c'est pas anodin quand on est japonais. Donc du coup, forcément, Oriental Land est obligé d'être très dynamique dans son renouvellement. Et bien Disneyland Paris va devoir au bout d'un moment emprunter ce chemin-là, surtout si Universal est un succès, et même sans la licence Harry Potter. Et puis alors moi, là je fais une théorie, alors que je vous partage, mais c'est vraiment purement théorique. Vous savez, les studios Warner vont pas très bien. C'est eux qui détiennent la licence Harry Potter, ils ont fusionné avec Discovery il y a de ça quelques temps après la pandémie, et je pense qu'un jour, ces studios Warner qui perdent de la valeur, comme d'ailleurs les studios Disney, auront la capacité à se faire racheter.
comme Disney, qui un jour pourrait se faire acheter si ils abandonnaient une part de leurs activités, notamment dans le sport, dans la télévision, ce qui pourrait permettre un rachat par un géant de la tech, comme on l'a vu par exemple avec Amazon et les studios MGM. Donc je pense que Warner un jour va se faire acheter, surtout si le studio continue à perdre un peu de vitesse, et Universal, mais il va sauter sur le morceau immédiatement. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui a suffisamment de cash, avec Netflix, avec des géants de la tech, pour acheter des studios comme ça. Et je pense que ça pourrait être un studio qui les intéresse, notamment pour avoir la garantie de l'utilisation de la licence Harry Potter dans les parcs, et puis pour continuer aussi à l'exploiter sur une plateforme de streaming ou au cinéma, en continuant à développer l'univers. Mais en tout cas, ce parc Universal, pour moi, va installer quelque chose de complètement nouveau en Europe. Et ça va faire beaucoup de bien. Ça va faire beaucoup de bien et je pense que ça va permettre d'apporter un autre regard sur l'industrie du loisir et ça va aussi déplacer notre communauté de fans Disney. Alors bien sûr, on sera toujours fan Disney et ce sera quand même un parc qui sera difficile d'accès parce que un peu plus loin, un peu plus cher effectivement pour se déplacer. Il y a le fameux ESTA, le fameux visa qu'il faudra avoir comme quand on va aux États-Unis. Certes, néanmoins, ça va apporter un nouveau regard sur le divertissement. Et c'est quand même un parc qui est pas très loin de Paris en avion. Et ça quand même, ça va changer beaucoup de choses. Donc moi, je partage quand même mon engouement et ça va être des travaux absolument passionnants à suivre qui vont d'ailleurs bientôt débuter. Pour rappel, le parc va ouvrir en 2031. Et après, on n'a pas parlé des thématiques, mais on sait qu'il y aura donc le Seigneur des Anneaux, qu'il y aura Jurassic World. On est quasiment sûr désormais qu'il y aura donc le fameux coaster emblématique du parc qui sera sur l'univers de Retour vers le futur, donc enfin le retour des attractions Retour vers le futur dans les parcs Universal. Et puis vous aurez aussi bien sûr des standards comme l'univers des Minions, on parlait à l'instant de Jurassic World, on voit aussi Waterworld dans le haut du concept art. On a parlé de toutes ces thématiques dans ma vidéo qui a traité le sujet et vraiment j'ai très hâte aussi de voir quel va être le nom du parc. Est-ce qu'il sera très identifié à la culture britannique ou est-ce que comme Euro Disney à son arrivée, il aura un nom générique pour essayer d'attirer le public européen? Et puis ensuite, les révélations des thématiques plus précisément et des attractions. Vraiment, ça va être passionnant à suivre. J'ai même hésité d'ailleurs aujourd'hui à vous proposer un podcast 100% dédié à Universal, mais Disney aussi a fait des siennes avec quelques annonces. Et donc ça a donné cet épisode hybride qui traitait des deux thématiques. Et un épisode que j'ai adoré vous raconter et animer avec vous. J'ai très hâte de voir vos retours. Encore vraiment merci pour tous vos retours sur le podcast. Vraiment, je prends tellement de plaisir à les enregistrer. Je vous tease une petite chose, c'est que le prochain épisode sera un épisode spécial. Je vous en dis pas plus, mais pour ceux qui ont entendu ce que je viens de dire, je vous conseille vivement ces prochains jours de me suivre un petit peu sur Instagram. Restez bien connectés, les 15 prochains jours vont être assez animés. Je vous en dis pas plus. Mais vraiment, merci encore pour vos retours et très hâte de lire vos avis sur les différents échanges qu'on vient d'avoir là ici. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, que vous soyez en voiture, en salle de bain ou je sais pas dans votre salon, mais j'ai remarqué que vous êtes quand même vachement souvent en voiture en train de m'écouter, donc soyez prudents sur la route et à très bientôt. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye.